Il y a des soirs comme ça où on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, messieurs, dames, et pour autant, à la fin, c'est le football italien qui gagne. Bienvenue dans ce live. Je vous en avais parlé ce matin, mais il est évident, comme vous toutes et vous tous, que je ne m'attendais pas à débriefer un match aussi fou. L'Inter est en finale de Champions League, un match dantesque, victoire 4 buts à 3. On va avoir tout le loisir d'en débriefer ce soir. N'hésitez pas à interagir avec moi dans le chat, à me dire évidemment, quel est votre ressenti dans un premier temps? Plein de choses à analyser, plein d'éléments à comprendre pour essayer de voir jusqu'où l'Inter pourra aller ensuite, jusqu'où cet Inter se dressera face à Arsenal ou face au Paris Saint-Germain à Munich dans quelques semaines. Ciao à Poisson qui nous rejoint dans le chat, tu étais déjà avec nous ce matin. Quelles sont tes impressions dans un premier temps sur cette rencontre absolument folle? Plein de choses à évoquer ce soir. Vous le voyez, et c'est ce par quoi j'ai décidé de commencer ce live, la photo de Fratesi qui marque le seul et unique but dans cette prolongation, le but du 4-3 qui assure donc à l'Inter d'être la première des 4 équipes de ces demi-finales de Champions League à être qualifiée. Plein de choses à débriefer donc ce soir. On va essayer de revenir dans un premier temps sur les compositions, les hommes forts qui ont constitué ces deux équipes, les choix forts aussi qui ont été faits par Hansi Flick et par Simone Inzaghi. On aura évidemment un passage par les tops et les flops, et puis aussi quelques moments forts dont je vous ai sélectionné les photos parce que il s'est quand même passé des choses assez extraordinaires. La première analyse qu'on peut avoir tous ensemble dans le chat avec ce superbe but d'Acerbi en fin de match, nous dit Poisson, c'est qu'Acerbi faisait partie des titulaires. Tous les buteurs ce soir n'étaient pas des titulaires dès le coup d'envoi. Et c'est le cas pour autant d'Acerbi qui va délivrer cette Inter-là. Une Inter qui est revenue avec un choix fort, on va pas se mentir, et surtout au vu de son impact, ça aurait été quand même quelque chose de marquant. C'est cette titularisation de Lautaro Martinez, strappé devant, remplacé aussi sur la fin du temps réglementaire par Taremi. C'était pas le joueur strappé, hein. Vous l'avez vu avec Marcus Thuram aussi qui était strappé, Bastoni. Beaucoup de joueurs qui sont allés jusqu'au bout, de même dans tous les sens du terme ce soir. Les autres choix forts, et on l'a vu aussi, c'était Benjamin Pavard qui était un poil trop juste pour démarrer titulaire le français. Ça l'a pas empêché d'être présent sur le banc. Bissek, Acerbi, Bastoni, et puis cette paire de pistons dit Marco Dumfries. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. N'hésitez pas à me dire dans le chat quels sont vos ressentis sur cette composition de l'Inter, quels ont été les choix forts qui ont permis à cette équipe d'aller en finale. Le tonton de 37 ans qui fait un superbe match, c'est complètement dingue, nous dit Poisson dans le chat. C'est vrai que pour le coup, Acerbi, c'est extrêmement surprenant même la trajectoire de sa carrière. C'est un joueur qui aura connu de bonnes performances à l'AC Milan et à Sassuolo, mais qui quand il débarque à l'Inter il y a quelques saisons de cela, c'est impossible de prédire la trajectoire qu'il a, de presque titulaire à l'Euro, presque indiscutable dans la meilleure équipe d'Italie. Et pourtant, Francesco Acerbi, toujours là en second ou en premier rideau, ça dépend, puisque De Vrij est revenu sur la fin de rencontre, Pavard est le titulaire habituel aussi, ça n'enlève rien à son mérite, à celui d'être un défenseur toujours présent dans la rotation, et qui, comme Fratesi, Akan Çalhanoğlu ou Lautaro Martinez, feront partie de ces joueurs dans l'histoire de l'Inter qui auront marqué dans cette demi-finale retour face au FC Barcelone. Dumfries qui continue sa superbe saison, cette Inter est superbe à voir. Le retour de Denzel Dumfries, il a été absolument décisif, hein. Aussi ce soir. On va avoir l'occasion de parler de l'animation de ces deux pistons parce qu'elle était assez intéressante à suivre. Pourquoi elle était intéressante à suivre, notamment cette interaction entre les deux pistons de l'Inter? C'est parce qu'en face, il y avait quand même des gros clients sur les côtés, sur les couloirs du FC Barcelone. Rafinha et Lamine Yamal, le premier a marqué et a même pendant quelques minutes plongé un gros doute à Giuseppe Meazza. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques minutes. C'est Rafinha qui marque à la 87e minute de jeu. Ça paraît tellement irréel d'en parler là une demi-heure après, mais le FC Barcelone a été à peut-être 120, 180 secondes d'une finale de Champions League. Eux qui menaient dans les toutes dernières minutes de ce match. Lamine Yamal n'aura pas marqué ce soir, mais aura été une nouvelle fois étincelant, bien moins marqué par Carlos Augusto que par Di Marco. Je serais curieux aussi d'avoir votre avis dans le chat parce que autant l'Italien avait été en grande difficulté sur le match aller, autant les 40 minutes qu'il a à faire ce soir, elles sont quand même très convaincantes et elles ont notamment permis à cette Inter-là d'être solide en première période avant d'être beaucoup plus exposé à Lamine Yamal en deuxième mi-temps. Côté Barça, c'est Martin qui m'a agréablement surpris. Il avait été 0 au match aller.
cette animation sur les couloirs, Martin et Eric Garcia, je vous en parlais ce matin justement pour rebondir sur ce que tu nous dis, Poisson. La raison était très simple, Alejandro Baldré est blessé, Jules Koundé est récemment aussi lui sorti de la feuille de match suite à une indisponibilité. C'est forcément un mix entre de la jeunesse et des joueurs formés au club qui allaient donc composer les couloirs de ce FC Barcelone défensif ce soir. Eric Garcia, on va avoir l'occasion d'en parler, mais il aurait été assez quand même extraordinaire et convaincant. Et c'est pas forcément le cas de tous les joueurs, malheureusement, du côté du FC Barcelone. On va en parler dans quelques instants. Rafinha a été pas mal invisible, je trouve, mis à part son but à la fin, nous dit aussi Poisson dans le chat. Pour le coup, forcément, sur 120 minutes, ça fait partie des choses qui seront à noter. Les performances d'un Lamine Yamal peut-être un peu trop individualistes aussi sur la fin de rencontre, et d'un Rafinha qui était beaucoup plus présent. Cette composition du FC Barcelone, elle nous invite à aller sur le premier fait de jeu qui va intervenir sur la fin de la première mi-temps. Vous le voyez sur votre écran. Et elle vient d'un défenseur chéri par le FC Barcelone, mis en avant par Xavi, titulaire désormais dans le 11 de Hansi Flick. C'est Koubarsi. Comment est-ce qu'on peut se positionner? Je suis très curieux d'avoir votre avis dans le chat. Quel est le mérite à mettre dans cette histoire-là? Est-ce que c'est l'intelligence de jeu de Lautaro Martinez qui va venir mettre son pied d'appui juste avant que Pau Cubarsí vienne le tacler? Ou est-ce que c'est à l'inverse le manque de prudence du jeune défenseur barcelonais qui part dans ce tacle en diagonale face à un attaquant argentin lancé à toute vitesse? La finalité de tout ça, et évidemment pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le match, c'est important de le rappeler, c'est un penalty qui va être accordé suite à un visionnage de la VAR, et derrière le deuxième but de l'Inter marqué en première période, puisque l'Inter rentrera au vestiaire en menant 2 buts à 0 au score. Koubarsi est bon, mais il s'est fait avoir bêtement, nous dit Poisson. C'est la sensation qu'on peut quand même avoir. L'expérience, toute l'expérience de Lautaro Martinez qui lui permet de mettre ce pied droit d'appui. Il n'était pas forcément dans une position idéale aussi pour frapper derrière l'Argentin. Et pour autant, il arrive à bien s'excentrer, aller mettre son pied au bon endroit au bon moment. L'arbitre ne siffle pas à l'instant T, c'est important de le préciser. C'est la VAR qui va lui permettre de prendre la décision finale. Sur les ralentis, ça semble assez laisser peu de place au doute. Le penalty pour l'Inter semblait indiscutable. Et c'est ce qui va permettre donc à l'Inter de rentrer au vestiaire en menant 2 buts à 0. Et pour autant, si on se projette un petit peu dans le film de ce match, on aurait pu très rapidement revoir le FC Barcelone revenir, même s'ils sont revenus assez rapidement. Mais il y a quand même cet arrêt qui me semble essentiel à évoquer aussi avec vous dans le chat, sur cette frappe d'Eric Garcia qui aura marqué un. Il aura été buteur, on va en parler dans quelques instants. Mais il y a cet instant complètement irréel, un but à moitié, même aux trois quarts vide, comme vous le voyez sur votre écran, et pourtant, Yann Sommer qui va aller la chercher. Je ne pense pas que Lautaro avait beaucoup d'angle pour une frappe, d'où mon incompréhension sur cette faute. Nous dit Poisson, c'est vrai que pour le coup, il semblait assez juste, l'attaquant argentin. Une erreur de jeunesse à mettre sur le dos de cette équipe barcelonaise, bien plus jeune que celle de l'Inter, c'est important de le rappeler, entre la différence d'âge d'un joueur entre Pau Cubarsí et celle de Francesco Acerbi, c'est un très très grand gap qui sépare les deux hommes. Sommer, pareil, complètement dingue, sa fin de carrière, nous dit Poisson dans le chat. Alors pour le coup, c'est vrai qu'Yann Sommer, c'est encore une autre trajectoire de carrière pour lui, mais c'est vrai qu'entre le remplaçant peut-être le plus digne pour sa carrière auquel il a eu le droit, c'est-à-dire remplacer Manuel Neuer au Bayern pendant quelques mois, une carrière extrêmement honorable du côté du Borussia Mönchengladbach, et cette deuxième finale en 3 ans avec l'Inter en Champions League, c'est aussi essentiel de le souligner. Cette deuxième finale, pardon, cette première finale pour lui en Champions League, c'était Onana qui était présent face à Manchester City il y a quelques années cela. Pour autant, Yann Sommer est évidemment l'un des artisans qui aura permis aux hommes de Simone Inzaghi d'être en finale de Champions League cette saison. Et cet arrêt quasiment photo au finish qui va aller chercher le Suisse est tout autant à mettre en avant. Avant d'aller se pencher quand même sur les tops et les flops, c'est important de souligner ce qui s'est quand même passé dans cette deuxième mi-temps, parce que on est là pour débriefer ce soir, si vous nous rejoignez à l'instant, la victoire donc de l'AC Milan, pardon, le lapsus révélateur de l'Inter en prolongation, une victoire 4 buts à 3 qui leur permet d'être finaliste de Champions League et d'attendre sereinement demain soir qui du Paris Saint-Germain ou d'Arsenal sera leur adversaire à Munich dans quelques semaines. Pour autant, l'Inter aura été rejoint au score assez rapidement en deuxième mi-temps. Eric Garcia à la 54e minute de jeu. Et qui 6 minutes plus tard, Dani Olmo, 2 centres, 2 actions qui partent des côtés pour finir dans la surface de réparation de l'Inter. Et le même coup de froid qu'au match aller. N'hésitez pas à me dire dans le chat qu'est-ce qui a fait la différence selon vous sur cette rencontre-là. Comment l'Inter s'est remis
de voir une nouvelle fois le Barça les rejoindre au score et comment, par exemple, face à ce match-là, ils ont su mettre ce but en plus, ce qui leur a permis non pas d'éviter les prolongations, mais tout du moins d'éviter l'énorme exercice stressant des tirs au but, qui laisse évidemment aucune place à la loterie, mais qui aurait mis une pression supplémentaire sur beaucoup de joueurs qui semblaient très très fatigués ce soir. Je pense notamment à Nicolo Barella ou Marcus Thuram qui remettaient quasiment leurs crampes après chaque action. Cette remontée, forcément, du FC Barcelone, elle va nous emmener donc à des prolongations, comme je vous le disais. Elle va emmener à ce but de Rafinha qui les propulse quasiment dans cette finale. Et pour autant, quelques minutes derrière, à la 93e minute de jeu, Francesco Acerbi, 37 ans, c'est lui qui va libérer cette équipe de l'Inter. Qui va leur permettre d'aller dans un premier temps en prolongation et qui va surtout leur permettre de continuer de croire à un moment où on n'y croyait absolument plus, que ça soit derrière notre télévision ou sur la pelouse. On avait même un doute sur la potentielle faute de Denzel Dumfries. Pour autant, rien ne semblait illicite sur le contact du Néerlandais qui vient de servir à Acerbi qui finit de manière clinique dans la surface. Il faut aussi imaginer l'état dans lequel il était à ce moment-là pour finir avec beaucoup de sang-froid. Ça s'est joué sur l'expérience et le banc de l'Inter selon moi. C'est vrai que ce banc de l'Inter, j'ai pas de photo pour l'illustrer, mais c'est important de l'évoquer. Je pense notamment à un joueur, curieux d'avoir votre avis dans le chat, mais le cas de Taremi est quand même exceptionnel à souligner. Peut-être pas exceptionnel dans le jeu, puisqu'il ne marque pas l'Iranien à la fin, mais l'impact physique qu'il a eu sur son entrée et d'une manière générale sur la deuxième partie de rencontre est vraiment à souligner face à un Lautaro Martinez dont ça relève déjà quasiment du miracle de l'avoir vu ce soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais ça s'est joué vraiment à pas grand-chose de ne pas voir l'Argentin jouer. Robert Lewandowski est rentré en toute fin de rencontre. Il avait même annoncé, c'est la presse espagnole qui nous l'avait dit, il voulait démarrer le match, Robert Lewandowski, face à l'Inter. Ça a été refusé par le coach allemand et c'est au final Ferran Torres qui a disputé la majeure partie de la rencontre. Pour autant, et c'est aussi important de le souligner, on n'est pas passé loin de voir ce duel Lautaro Martinez-Robert Lewandowski. Au final, le Polonais n'aura pas su faire la différence et il est rentré dans un contexte très compliqué. Mais Taremi, en tout cas, aura lui été très très décisif pour aller chercher et aider vraiment cette, cette équipe de l'Inter. On a un supporter du Barça qui nous rejoint dans le chat, Alex, que je salue. Curieux d'avoir ton avis, Alex, évidemment, sur cette rencontre. Une physionomie vraiment inattendue, l'égalisation en toute fin de rencontre. Rafinha qui vous donne l'avantage durant quelques minutes. Et au final, cette défaite derrière. Ferran a été 0, nous dit Poisson. Alors, c'est vrai que Ferran Torres, ça a été compliqué pour lui sur le match retour, mais le match aller avait quand même été très très intéressant de sa part. Curieux d'avoir cet avis dans le chat. L'Espagnol était forcément, et même forcément au sommet de sa carrière cette saison, c'est les statistiques les plus honorifiques qu'il a à mettre à son actif. Un joueur qui était pas forcément titulaire indiscutable à Manchester City, qui se fait révéler à Valence et qui est vraiment l'un des piliers du FC Barcelone cette saison. Difficile tant les émotions sont grandes et la déception surtout, nous dit Alex dans le chat, supporter barcelonais. Et la déception, elle peut être sur plusieurs fronts, hein, si on se remet la composition du Barça sous les yeux ce soir, parce que cette composition, elle permet de voir que des joueurs comme par exemple Rafinha ou Yamal n'auront pas forcément marqué la rencontre sur tout le match. Rafinha, il y a ce but à mettre à son actif. Lamine Yamal, il regrettera peut-être ces 2 ou 3 face-à-face qui manquent, même si l'Espagnol a été radieux sur l'ensemble des 2 rencontres. Ça fait partie des moments et surtout peut-être des expériences, aussi cruelles soient-ils pour les jeunes, pour aller chercher et apprendre à se relever dans la suite. C'était prévisible, le match compliqué de Ferran. Je pense que Levan aurait fait plus de mal. Rafinha dans le jeu était cramé, on me dit dans le chat. C'est vrai que Rafinha couloir gauche, ça reste des statistiques exceptionnelles qui étaient affichées sur vos écrans pour celles et ceux qui regardaient le match à la télévision. 13 buts en 14 rencontres cette saison. Assez irréel pour un attaquant qui d'ailleurs a fait une petite révélation dans la presse. Il a failli jouer l'Euro 2020 avec l'Italie. Lui qui est désormais un élément essentiel de la CSAO à un moment donné où il était encore dans cette possibilité de se faire naturaliser. C'est Jorginho qui lui avait conseillé et ça s'est joué à quelques semaines, à quelques documents près de voir Rafinha potentiellement soulever le trophée de champion d'Europe avec l'Italie. Pour autant, ça ne s'est pas fait pour le joueur brésilien qui enchaîne énormément de matchs cette saison, qui est peut-être l'un des plus exposés aussi du côté du FC Barcelone, qui lorsque Lewandowski n'est pas là, porte le brassard de capitaine. Énormément de responsabilités sur les épaules du Brésilien que vous avez peut-être connu à Rennes ou du côté de l'Angleterre chez nos amis de Leeds.
Et malgré cette énorme campagne du Barcelonais, qui aura aussi été décisif lors du tour précédent face au Borussia Dortmund, ça s'arrête là donc. Et peut-être que cet impact physique sera à mettre à l'actif de certains des joueurs barcelonais. C'est la raison pour laquelle on pourrait d'ailleurs aller se pencher sur les tops et les flops. Peut-être commencer par les joueurs les plus marquants du côté de l'Inter. Me concernant, ça semble quand même important d'évoquer les matchs par exemple de Dumfries, de Lautaro Martinez ou encore de Nicolo Barella. Ferran, j'ai pas trouvé son match mauvais, nous dit Cruz dans le chat. Ferran, Lewa n'a rien fait, il n'était pas en jambes. Dani Olmo marque mais a été un fantôme. Et De Jong manque d'importance dans le jeu. On va revenir sur ce commentaire dans quelques instants. Peut-être commencer par les tops et flops de l'Inter, je vous le disais. Le match de Denzel Dumfries est quand même assez exceptionnel à souligner dans le contenu. C'est un retour vraiment inattendu de le voir revenir aussi vite. Le néerlandais, il avait déjà été décisif dès le match aller et dès son retour de blessure, en plus d'un Marcus Thuram qui avait marqué sur une Madjer après quelques secondes de jeu. Mais cette nouvelle doublette ce soir qui va disputer quasiment les 180 minutes, puisque Thuram restera jusqu'au coup de sifflet final et Dumfries, lui, sera remplacé dans les derniers instants du match. C'est vraiment une paire qui aura été plus qu'efficace. Euh, Poisson qui nous dit aussi dans les autres tops de l'Inter, Acerbi et Sommer et un petit point pour Akan qui va se transformer le penalty qui va permettre à l'Inter de mener 2 buts à 0 nous rappelle évidemment Poisson dans le chat. Acerbi, Bastoni bon, Thuram précieux. C'est vrai que pour le coup ce match de Marcus Thuram il est important à souligner et je pense notamment à toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de le voir jouer en Serie A cette saison. La Ligue des Champions ça reste, il ne faut pas l'oublier cette saison, l'une des rares possibilités de voir des joueurs de clubs italiens évoluer. Et pour le coup, je pense que la double confrontation de Marcus Thuram ce soir va lui donner beaucoup de crédit aux yeux du grand public. Forcément, il y a ses lacunes techniques sur quelques phases de jeu. Dans l'ensemble, ça reste un attaquant français qui aura été décisif pour l'Inter, présent de la première à la 120e minute de jeu ce soir, qui a tout de suite montré les envies et le jeu de l'Inter au match aller. Et la finalité de tout ça, c'est que c'est lui qui va aller disputer cette finale de Ligue des Champions avec l'Inter. Sommer et d'autres, Acerbi, Bastoni qui sont aussi évoqués dans le chat. N'hésitez pas à me dire, toutes celles et ceux qui me regardent ce soir, de parler des autres tops et flops qui vous animent. Pour le coup, c'est vrai que dans les tops qu'il faut évoquer, il y a quand même des choses, après Thuram, des choses moyennes, ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est les révélations qui sont sorties aujourd'hui ou hier soir pour Marcus Thuram, la vidéo des accusations d'agression sexuelle. Ça fait partie des choses qui vont être suivies de près par la justice italienne de 1 et la presse italienne de 2. Je pense que s'il y a une évolution du dossier, j'en parlerai d'ailleurs soit dans la prochaine revue de presse qu'on se fera la semaine prochaine, soit dans l'une des prochaines vidéos. Ça fait partie des choses auxquelles aussi éthiquement l'Inter sera dans une position de réagir. Et forcément, on attend aussi, parce que ça reste aussi important de parler de ce qui se passe en dehors du terrain, de ce qui se passera dans les jours à venir pour Marcus Thuram. Pour ce qui est des flops, on me parle de Bissek, de Bastoni, de Barella. Alors Barella, je suis très curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas été fan du joueur. Il a été omniprésent de la première à la dernière minute de jeu. Je pense que s'il avait pu laisser ses deux mollets sur le terrain pour qu'il court à sa place sur la fin de rencontre, il l'aurait fait aussi. Nicolo Barella. Bastoni prend un carton jaune en toute fin de rencontre, mais tient quand même la baraque sur le reste de la rencontre. Et puis Bissek ne marque pas, contrairement à Cherby, mais semble être aussi convaincant. J'aurais peut-être plus parlé de la performance d'un joueur comme Carlos Augusto, hein, par exemple, qui sur sa rentrée en deuxième mi-temps va passer complètement à côté. Euh, Fratesi top aussi, l'homme du résultat, hein, nous rappelle Alex. C'est vrai que pour le coup, c'est un joueur qui n'est pas habitué à être titulaire cette saison avec l'Inter, qui est devant quand même Aslani dans cette rotation-là, mais qui est derrière le trio titulaire que vous avez vu ce soir, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Nicolo Barella. Pour le coup, ça reste le joueur qui est juste derrière, qui marque énormément de buts, qui est l'un des meilleurs buteurs d'ailleurs dans l'ère Spalletti avec la squadra Azzurra, et qui est aussi l'un des joueurs souvent décisifs dans les moments importants avec l'Inter. Il le prouve encore une fois ce soir. Très content du but, ça confirme ce que je disais au dernier débrief, nous dit Poisson dans le chat. Davide Fratesi, ça va évidemment un but à mettre à son actif, surtout que si on se projette un petit peu dans l'avenir pour le milieu de terrain italien, Mkhitaryan est celui qui en termes d'âge semble le plus sur la sortie, même si physiquement il est encore en forme. C'est le joueur interiste qui a couru le plus dans le match aller entre l'Inter et le FC Barcelone lorsque les deux équipes se sont quittées en Catalogne sur le score de 3 buts partout. Forcément pour un joueur de son âge et qui a connu pléthore de clubs, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, ça reste quelque chose à mettre à son actif.
Maintenant, peut-être que sur l'intensité et sur notamment la capacité à faire basculer des rencontres, Fratesi a gagné des points ce soir et passera devant un Mkhitaryan la saison prochaine. L'avenir nous le dira. En tout cas, une chose est sûre. Pour Emeric Mkhitaryan, il y a de grandes chances que ce soit lui qui débarque aux côtés de Nicolo Barella et d'Hakan Çalhanoğlu pour cette finale en Champions League. On a largement débattu de cette compo de l'Inter. On va quand même s'intéresser à son adversaire, le FC Barcelone. Peut-être commencer par les performances honorables. Dans un premier temps, les tops, avec des joueurs qui ont été importants sur la confrontation aller-retour. Parler peut-être dans un premier temps de la paire de latéraux, Martin et Eric Garcia. La patte de Martin sur les passes décisives et sur les dernières passes aura vraiment été à saluer. Le but d'Eric Garcia, son quasi-doublé et son implication me semble aussi important à souligner. N'hésitez pas à me dire dans le chat les joueurs qui vous ont tapé dans l'œil, positivement parlant, du côté du FC Barcelone, pour qu'on essaye d'illustrer ensemble ça ce soir. Forcément que devant, la performance de Lamine Yamal, même si elle aura été un peu plus décevante, car pas de but ce soir, elle reste étincelante sur un peu plus de 120 minutes, 180 sur 210 minutes, pardon, sur l'aller-retour, petit calcul des mathématiques. Ça reste exceptionnel hein, pour un joueur aussi jeune. Une première demi-finale en Champions League, montrer ce talent-là, cette envie. Sur une ou deux parades décisives de Yann Sommer, il aurait pu marquer aussi son premier but à Giuseppe Meazza. On n'est pas passé loin. C'est fou parce que quand on voit la composition Garcia et Martin, je me suis dit point faible, au final pas mal, nous dit Alex dans le chat. C'est vrai que pour le coup, cette composition de l'Inter, du FC Barcelone, elle est répartie de manière assez spéciale, c'est-à-dire qu'il y a la confiance des cadres, il y a la rotation, il y a l'expérience, et il y a les adaptations aussi vis-à-vis des blessures. Pour le coup, c'est vrai que cette charnière, par exemple, centrale entre Inigo Martinez et Koubarsi, il n'y a pas forcément de lien footballistique qui vient relier ces deux joueurs-là. Pour autant, euh, c'est ce qui leur permet, c'est ce qui leur a permis de quand même tenir la baraque sur l'ensemble de cette confrontation. Je vois que vous allez déjà me parler des flops et notamment de Jong dans le chat. Pour le coup, De Jong, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Et le dernier joueur qui me semblait important de mettre en avant aussi sur cette double confrontation là, c'est donc Lamine Yamal et cette paire de pistons, peut-être assez parler rapidement. Il y a des gamins FIFA qui l'aiment, je pense, nous dit nous dit Poisson Rouge en parlant de Young. Alors pour le coup, Frankie de Jong, on va pouvoir ouvrir le dossier maintenant. Visiblement, ça fait partie de vos flops, bientôt 30 ans, et je ne vois toujours pas le grand joueur qu'on attendait. On nous dit dans le chat, 100% d'accord, répond Alex à ce commentaire. Pour le coup, c'est une interrogation. Je suis d'accord avec vous, c'est une interrogation. De Jong, le match qu'il livre ce soir est quand même un match aussi globalement sur la lignée du milieu de terrain du FC Barcelone, c'est-à-dire qu'on a peut-être attendu ou peut-être trop attendu des responsabilités de deux profils créatifs que sont De Jong et Pedri. La finalité pour ça, malheureusement, c'est de ne pas les avoir vus suffisamment dans cette capacité de créer, dans cette capacité de pouvoir mettre un jeu en place. C'est un joueur qui aurait pu venir à Paris il y a quelques temps de cela, effectivement, ça s'est pas fait malheureusement. Koubarsi individuellement très bon, Lamine Yamal omniprésent. Pedri a été incroyable dans la récupération du ballon, sauf que c'est pas son taf. Effectivement, on est synchronisé, Alex, sur cette remarque-là. Donc oui, forcément, dans ce repli défensif et cet impact-là, le nombre assez incalculable de buts que le FC Barcelone encaisse depuis ce début de compétition s'explique aussi par ce 4-2-3-1 très porté vers l'avant, très offensif, avec pas de véritable numéro 6 sur ce double pivot qui est devant la défense, de la créativité, des projections vers l'avant, des passes qui viennent casser des lignes, c'est indéniable quand on voit les qualités techniques de Pedri et de Jong. La finalité tout de même, ça reste de ne pas avoir une tour de contrôle devant la défense, un joueur capable aussi de temporiser quand le FC Barcelone est dans des phases de récupération, de savoir aussi s'adapter à un bloc bas, de savoir alterner entre jeu long et jeu court, un peu comme Sergio Busquets l'a fait pendant un bon bout de temps. Et malheureusement, ça n'aura pas été le cas ce soir. Mettre un milieu à 3 avec un seul joueur à vocation défensive en demi-finale de Ligue des Champions, nous dit-on dans le chat, il a manqué un Casado. Malheureusement, l'effectif du Barça est limité et ça ne va pas s'arranger cet été. L'Inter a peut-être aussi profité de cet aspect-là, quoique il faut quand même pas oublier que le grand changement de mentalité qui a notamment été acté par le FC Barcelone sur cette rencontre et qui n'est pas forcément le cas sur l'autre, c'est celui d'avoir accepté le pressing de l'Inter, chose qui n'avait pas été mise en place à l'aller, et où l'Inter, dans la même situation que ce soir à Giuseppe Meazza, mené de 2 buts d'écart face au FC Barcelone,
a concédé des contre-attaques ou des jeux de possession, des phases de jeu de possession assez poussées face au FC Barcelone, s'est replié avant d'encaisser 2 buts, à la différence que ce soir, l'Inter aura décidé à un moment donné de remettre le pied sur le ballon, chose face à laquelle le FC Barcelone n'aura pas été dans la capacité de lutter ce soir, alors qu'il y avait eu quand même un esprit et une force de réaction assez forte du côté des Catalans au match aller qui leur avait notamment permis de quasiment oublier les 2 buts encaissés et même de revenir très rapidement après le 3-2 de l'Inter. C'est forcément une des choses qui peut-être aura fait la différence ou aura penché dans la balance ce soir. Beaucoup de blessés, mais ça va, je trouve l'effectif avec des renforts, ça peut être bien. L'Inter, c'est pas bien mieux comme banc en soi, nous dit Alex dans le chat. C'est vrai que pour le coup, le grand combat de ces deux équipes sur cette demi-finale, ça aura été les renforts, les remplaçants, les joueurs capables de rentrer et d'apporter quelque chose en seconde mi-temps. Sur le papier, je ne sais pas votre avis, pour le coup, le FC Barcelone semblait avoir un meilleur banc que celui de l'Inter. Ça semble assez indéniable. Cette qualité de meilleur banc, notamment pour l'Inter, par rapport au FC Barcelone, ce meilleur banc pour le FC Barcelone, il s'explique avec tout simplement une rotation d'attaquants. Ferran Torres Lewandowski, Taremi est arrivé vraiment pour assurer la couverture et le rôle défensif d'un numéro 6 sur les 20 dernières minutes ce soir. Mais c'est Marcus Thuram qui était encore à la créativité devant, symbole aussi de la faiblesse offensive de l'Inter lorsque Lautaro Martinez et Marcus Thuram ne sont plus en état de marquer. Il y a cet énorme vivier de la Masia aussi, qui a un bien plus grand centre de formation qui est celui de l'Inter. L'Inter a dû aller chercher Zalewski d'urgence cet hiver pour avoir un piston en plus. Ce banc quand même du FC Barcelone aurait pu, s'il avait été mieux utilisé, peut-être d'ailleurs permettre aux Catalans de renverser cette rencontre, alors que l'Inter en face était assez rapidement limité avec des rotations qu'on connaît et pas beaucoup d'autres choix. Correa ou Arnautovic peut-être devant, mais ça s'arrêtait là. Pas la possibilité de changer de dispositif non plus, puisque le 3-5-2 est de rigueur à l'Inter. Il y a eu aussi peut-être cette possibilité, cette case manquée par Hansi Flick de justement renverser la rencontre, lui qui avait un peu plus de marche tactique que Simone Inzaghi qui ne bouge jamais son 3-5-2. Avec un Rafinha moins cramé, je pense que c'est autre chose. Lewan n'a pas été là quasiment sur les 2 matchs. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que ça fait partie des éléments à mettre en avant. Takia qui nous dit dans le chat, il y a un manque de pressing sur Thuram quand tu joues contre un 3-5-2. Je pense qu'il faut renforcer le marquage sur le buteur en ayant le rôle de pivot. C'est vrai que ça fait partie des joueurs qui ont été assez libres ce soir. Tu as raison de le souligner, Taka, Marcus Thuram. Beaucoup de liberté pour lui. Pas dans le même style que celle qu'il avait au match aller où il s'était beaucoup mis en avant, notamment entre les lignes. Sur cette rencontre, il aura notamment été très disponible dos au jeu et sur des centres, chose qui aura été possible notamment grâce au percées de Di Marco et de Dumfries, puisque Carlos Augusto, ça aurait été plus compliqué de le trouver en profondeur, mais quand c'était pas le cas, le Français y allait tout seul comme un grand, et c'est notamment ce qui lui a permis d'aller souvent se chercher des opportunités et des disponibilités tout seul. Faire un super sub, pas de doublure à Baldé, on a joué que à droite, nous dit aussi Alex dans le chat. C'est vrai que pour le coup, il y a quand même une ou deux actions à mettre à l'actif du côté du FC Barcelone, côté gauche. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense par exemple au but d'Eric Garcia, où ça part d'un dédoublement, d'une passe un peu plus excentrée de Martin, et Eric Garcia qui vient croiser sa frappe et tromper Yann Sommer. D'une manière générale, voilà, il y a le but de Martin. Peut-être qu'il y a une répartition des couloirs que tu as semblé plus pertinente et justement peut-être un peu plus invisible sur les derniers matchs, toi qui es supporter du FC Barcelone. Mais pour le coup, cet équilibre-là, pas certain qu'il soit le plus explicatif en tout cas de cette défaite, tout en sachant que la défense du Barça joue haut. Je vois mal un marquage culotte sur les 2 pivots. C'est vrai qu'on l'a vu et je ne sais pas si ça vous a aussi marqué, mais sur la prolongation, l'Inter avait en face d'elle une équipe qui défendait à la ligne médiane, au rond central. C'est quasiment pas parti dans la profondeur pour les joueurs de l'Inter, alors qu'il avait cette possibilité de partir en profondeur. Mais il est évident que d'un point de vue physique, Marcus Thuram était au bout, Nicolo Barella l'était aussi. C'était très compliqué pour les deux équipes d'aller chercher un membre en plus en profondeur. Pour autant, ils ont essayé de le faire à quelques reprises, les Interis, mais c'était plus souvent sur des phases de conservation et sur des phases où le bloc équipe montait en intégralité. Mais le Barça ça a resté sur ses convictions et dans son idéologie de jeu, on va y arriver, jusqu'au bout, c'est-à-dire défendre très haut, presser très haut. Ça lui a permis de repartir très rapidement, souvent sur le terrain. Ça lui aura aussi joué des tours à d'autres moments dans la rencontre. Mais dans le jeu, j'ai trouvé que ça penchait beaucoup à droite, trop, et l'Inter a marqué Yamal. C'est vrai qu'on va en parler dans quelques instants du sort qui a été réservé à Lamine Yamal ce soir. Le Barça ne passe
vraiment que via Yamal ou Rafinha. Donc quand l'un est moyen et l'autre est pris à deux, forcément c'est plus compliqué. Cette prise autour de Lamine Yamal, ça faisait partie même du cas de la presse italienne. Elle s'était complètement emparée ce cas-là après avoir été peut-être surpris. Peut-être que c'est aussi le propre de la presse italienne de ne pas toujours regarder ce qui se passe autour de chez elle. Quand elle a vu l'état dans lequel Di Marco est sorti après 50 minutes de jeu face au prodige espagnol, elle s'est peut-être intéressée d'un peu plus près face à un joueur qui avait déjà été très 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 performant face à l'Italie lors de l'Euro 2024. Il y a eu un marquage, il est indéniable, on va se remettre la composition de l'Inter sous les yeux, mais il y a eu un marquage bien plus qu'individuel sur l'Espagnol, surtout qu'Yamal a été un peu trop perso, le foot ça joue à 11, c'est vrai que ça fait aussi partie des éléments à mettre en avant. Lamine Yamal aura été pressé ce soir par Bastoni, par Mkhitaryan et par Di Marco. Il aura été constamment bloqué par ces trois protagonistes. Les milieux de terrain qui ont remplacé Mkhitaryan et Di Marco ont suivi l'ordre ensuite. Bastoni qui sera resté jusqu'au bout également. Cette prise à 3 qui semble peut-être parfois éloignée du football moderne ou pas fan des coachs qui disent qu'ils veulent pas faire cette obsession d'aller rester un peu comme les libéraux, les garde-fous dans cet ancien football des années 80-90 qui parfois ne pressaient qu'un seul joueur durant l'intégralité d'une rencontre. Pour autant, ça fait quand même partie des choses qu'il faut parfois mettre en place. Poisson qui nous dit que je l'avais annoncé le pressing en triangle, c'est vrai que tu l'avais annoncé dans le live la semaine dernière. Et c'est ce qui s'est passé. Simone Inzaghi n'est pas allé révolutionner le football ce soir. Il a fait quelque chose de très très efficace, marqué toutes les sorties de balles possibles pour Lamine Yamal, qui a quasiment toujours été pris. Il a réussi à s'en sortir au vu de son talent exceptionnel, l'Espagnol, et d'aller provoquer parfois quelques frappes qui ont notamment euh, permis à Yann Sommer de montrer toute son envergure. Pour autant, l'Espagnol aura été beaucoup moins dans cette possibilité de partir lancer face au jeu ou de partir apporter quelque chose au FC Barcelone devant, et c'est ce qui explique peut-être aussi ce score ce soir. Martinez n'est pas à marquer à la trace, il est là en soutien sur les longs ballons car il fait seulement 1m74 et c'est Thuram qui a le rôle de pivot du haut de son 1m92, nous dit Taka dans le chat. Pour le coup, c'est vrai que cette animation offensive, si on se penche aussi un petit peu en retournant sur la défense du FC Barcelone, il faut quand même ne pas oublier que ce soir, on n'avait pas de rôle prédéfini parce qu'on ne savait pas quel allait être le visage de l'Inter. Et ça, même si ça a été préparé par l'UFC Barcelone en amont, qu'un Marcus Thuram soit présent dès le coup d'envoi, tout en sachant qu'il revient progressivement, ça restait une information à prendre en compte. La titularisation de Lautaro Martinez, elle est encore plus récente et plus fraîche, sachant que c'est des joueurs qui ont été dans des profils très différents, ils ont beaucoup cherché à jouer à la profondeur, chose qui n'est pas forcément le cas toujours de ces deux attaquants-là. Marcus Thuram a quand même trouvé un coffre physique pour être présent sur 120 minutes qui est quand même assez exceptionnel. Et puis Martinez, un super jeu de tête et surtout une détente magnifique. C'était à Koubarsi de le prendre. On a vu le résultat, nous dit Poisson dans le chat. Moi, je trouve que Sommer a quand même aussi été grandiose, surtout devant Yamal. C'est vrai qu'Yann Sommer a quand même fait partie des joueurs étincelants ce soir. J'ai pas eu le temps d'ailleurs de le voir en lançant le live, mais je suis curieux que vous me donniez qui a été l'homme du match. Parce que c'est vrai qu'on a évoqué les tops et les flops dans ce live ce soir. Merci d'interagir, c'est vraiment très appréciable de faire ce live d'ailleurs avec vous ce soir, messieurs, dames. Je serais curieux que vous allez me chercher, je n'ai pas l'info sur l'homme du match. On a parlé de Sommer, on a parlé de Lautaro Martinez. Est-ce que Davide Fratesi va être récompensé? J'ai pas eu l'information. En tout cas, c'est vrai qu'Yann Sommer est quand même allé chercher ça de manière assez étincelante. Et de manière assez étincelante, et ça sera évidemment l'un des éléments parmi tant d'autres dans cette composition de l'Inter, qui a d'ailleurs de grandes chances d'être la même fin mai, hormis 4 blessures majeures pour l'Inter. On risque d'être quand même sur cette composition-là, sur ce jeu, et donc ce 3-5-2 beauté. Euh, je vais quand même aller chercher l'homme du match parce que ça m'intrigue. C'est Sommer l'homme du match. Ah, magnifique. Poisson et Alex, il me donne l'info. Ok, donc c'est Yann Sommer qui est élu homme du match. Pour le coup, ça reste quand même une info. Le MVP, c'est donc Yann Sommer. Logique. Peut-être il y a une part de logique. C'est vrai que l'UFA va venir récompenser le gardien. Moi, j'aurais peut-être pensé à Fratesi pour le côté un peu plus exceptionnel. Sommer reste quand même assez décisif. C'est vrai qu'il y aura quand même cet arrêt où Eric Garcia pourra s'en mordre les doigts de ne pas avoir été au bon endroit au bon moment sur une frappe dont on va revoir l'image à l'instant, mais où il était quasiment seul, hein. Le latéral espagnol, il avait pris le meilleur sur Barella qui était un poil trop juste. Les 7 arrêts tout de même. Et puis l'un de ces 7 arrêts, il est quand même assez exceptionnel. Peut-être que ça fait partie de l'une des images qui va faire le tour
le tour des réseaux sociaux ce soir, même si dans la liste des autres images assez folles, il y aura peut-être cette célébration de Francesco Acerbi qui aura eu tout le loisir de nous montrer tous ces tatouages, 4 buts hésités, je viens de voir, nous dit Poisson dans le chat. L'horreur de cette image que je vais pas te remontrer une autre fois, Alex, je pense que tu l'avais vu déjà un bon nombre de fois. Et puis quand même, voilà, ne pas oublier de saluer ce qui aurait pu aussi se produire, hein, ce scénario, cette remontée avec ces 2 buts en 2 minutes. Je pense qu'on va conclure cette émission sur ces sages paroles, messieurs, dames. Je vais vous remercier de m'avoir suivi durant ces quasiment 40 minutes de direct. Courage Alex nous dit dans le chat et l'arrêt devant Yamal à la fin, c'est vrai qu'il y a ce sauvetage dans les toutes dernières minutes. Merci de m'avoir suivi, c'était très plaisant. N'hésitez pas à continuer de donner de la force au projet Calcio Théo. On va se retrouver très rapidement sur Twitch pour continuer de débriefer cette épopée italienne avec forcément cette équipe de l'Inter et on espère aussi cette équipe de la Fiorentina qui joue demain soir, après-demain soir plutôt, son destin face au Betis Séville. Et excellence débriefing à régal. Merci, nous dit Alex. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Et puis on l'espère demain voir une finale, voir un adversaire un peu plus précis et des indices entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. D'ici là, prenez soin de vous et comme j'ai l'habitude de vous le dire désormais sur Twitch, suivre le Calcio c'est bien, mais le faire avec Calcio Théo c'est mieux. Encore merci pour ce live et à très vite. Ciao.